Depuis des décennies, il est resté endormi. Aujourd'hui, le volcan se réveille. Dans un grondement de tonnerre, le volcan crache des roches surchauffées, des cendres incandescentes qui dévalent alors à plus de 150 km à l'heure. Un flot meurtrier qui jaillit des entrailles de la Terre. Une terre nouvelle émerge de l'océan Pacifique. Hawaï, où le magma terrestre surgit de la mer et où la rencontre entre la lave et l'océan offre un spectacle époustouflant. Ici, les scientifiques viennent observer ces phénomènes géologiques qui agitent notre planète. Le géologue Ken Hon analyse l'action de ces forces tectoniques qui produisent de nouveaux paysages. Cette région est l'un des rares endroits de la planète où on peut voir le monde changer sous nos yeux. Il y a quelques mois, le paysage derrière moi n'existait pas. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait qu'une falaise qui surplombait la mer. C'est vraiment un paysage en mouvement. Le volcan Kilauea à Hawaï est le plus actif du monde. Il est né d'un panache de magma en fusion situé à 65 km sous la surface de la Terre. Ici, la chaleur est libérée en continu et des flots de roches en fusion transforment l'eau de mer en vapeur. Ce n'est pas la même vapeur que dans votre cuisine. L'eau entre en contact avec la lave dont la température dépasse les 1000 degrés Celsius. La vapeur est surchauffée. Elle est donc très explosive. Conséquence de cette activité, le littoral d'Hawaï se transforme. Ken Hon le filme régulièrement afin d'étudier chaque détail de son évolution. Les images qu'on filme ici au ralenti nous permettent de voir ce qui est invisible à l'œil nu. L'archipel hawaïen gagne du terrain, 9 hectares et demi par an. Un phénomène géologique inoffensif et rare, car la plupart des volcans de la planète sont beaucoup plus dangereux.
C'est le cas des volcans qui dorment depuis des siècles. La pression intérieure s'accumule, puis un jour, elle s'échappe avec violence. Ces explosions peuvent parfois déclencher un tsunami. Plus généralement, on assiste à des avalanches de roches incandescentes, des coulées de boue meurtrières, des nuées de cendres surchauffées. À travers l'histoire, ces éruptions explosives ont fait d'innombrables victimes. Les volcans, comme ceux d'Hawaï, sont en activité de manière quasi permanente. La pression contenue sous la terre est faible. Ainsi, le Kilauea rejette de la roche en fusion très régulièrement depuis 26 ans. Ce type de lave est constitué en grande partie de basalte qui durcit jusqu'à former une croûte noire. Depuis 1983, une nouvelle couche de lave a recouvert plus de 100 km². En 2008, Jack Thompson est la dernière personne à habiter encore cette zone. Partout, la forêt était magnifique, d'un vert qui s'étendait jusqu'à l'océan. C'était le pays des merveilles. En 1983, la lave a commencé à couler. Un matin, je me suis levé, j'ai regardé de l'autre côté de la montagne et j'ai aperçu comme un embrasement. Ça fait un choc quand le paysage que vous connaissez change brutalement et de façon radicale. Par chance, la lave avance lentement et les habitants ont largement le temps d'évacuer la zone. En revanche, près de 200 maisons seront détruites. Le garde forestier Jay Robinson a assisté à la destruction, un processus encore à l'œuvre aujourd'hui. L'éruption qu'on connaît en ce moment a détruit plus de 200 habitations. Mais il n'y a pas eu de victimes, parce qu'on peut facilement s'éloigner. En général, la lave n'avance pas plus vite qu'un bébé à 4 pattes. Les flancs du Kilauea, comme celle du piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, sont des pentes douces. La lave qui s'échappe du cratère s'écoule lentement sur une grande largeur et refroidit rapidement avant de ralentir sa course. Elle est donc rarement meurtrière. Ailleurs dans le monde, lorsque les pentes volcaniques sont raides, les villes et les villages sont sérieusement menacés. Pour les habitants de ces zones, il est capital de savoir si la lave va refroidir rapidement et stopper sa progression, ou au contraire, rester chaude et continuer sa course. Le sud de l'Italie est l'une de ces régions du globe particulièrement exposées aux menaces des volcans. Tristement et cruellement célèbre, l'Etna, en Sicile, est le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe. Depuis l'an 2000, il est entré en éruption à 4 reprises. Lorsqu'il explose, les flots de lave détruisent tout sur leur passage. En général, les coulées de lave s'arrêtent sur les hauteurs du volcan. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, des éruptions plus importantes envahissent les villes en contrebas. Au cours des 3 derniers siècles, 16 villages ont été dévastés. Aujourd'hui, cette région est très fortement peuplée
et 1 million de personnes sont menacées par l'Etna. Surveiller son activité est donc un enjeu crucial. Clive Oppenheimer est volcanologue. Dans ce tunnel, il découvre la manière dont la lave s'est comportée dans le passé. Ceci est un mur solidifié d'un tunnel de lave qui s'est formé il y a 400 ans. Ça donne une idée de la fluidité de la lave. Elle dégoulinait du toit. On voit ici une gouttelette de lave. Sa forme et sa texture indiquent qu'elle était très chaude et très liquide. Isolée par un tunnel, la lave reste brûlante, fluide et extrêmement dangereuse. Au lieu de s'écouler sur 8 km le long des pentes de l'Etna, la lave progresse sur 15 ou 20 km et atteint les villes situées sur les flancs du volcan. Des flots de lave s'écoulent-ils secrètement sous les flancs de l'Etna? Cette caméra à imagerie thermique doit permettre de le détecter. Sur les pentes supérieures du volcan, Clive filme cette lave. À plus de 1000 degrés Celsius, elle est fluide. Mais ces éruptions constantes ne sont pas dangereuses, en tout cas pour l'instant. Elles ont une fonction salutaire, puisqu'elles libèrent progressivement la pression contenue dans ce qu'on nomme la chambre magmatique située au cœur du volcan. Parmi les volcans les plus dangereux du monde, le Vésuve, qui domine la ville très peuplée de Naples. Il fait partie de ces volcans qui n'entrent pas régulièrement en éruption et dont la pression intérieure ne cesse d'augmenter. Lors de sa dernière éruption, en l'an 79, la ville de Pompéi a été ensevelie sous la cendre. 2000 personnes ont été tuées. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Vésuve se réveille à nouveau et l'armée américaine se trouve confrontée à son tour à cet adversaire inattendu. L'éruption du volcan fera 26 victimes. Le Vésuve est aujourd'hui endormi. Mais au creux de ses entrailles, la pression s'accumule. À moins de 300 km de là, le volcan de l'île de Stromboli est au contraire en perpétuelle activité. Clive Oppenheimer s'y rend donc pour poursuivre ses recherches. C'est un volcan d'aspect plutôt modeste. Il s'élève à environ 1,2 km au-dessus du niveau de la mer. Mais la partie immergée mesure près de 2,5 km, donc en fait, c'est un volcan gigantesque. Au pied du volcan s'étend le village de Stromboli. 80 km sous terre, l'une des plaques tectoniques est en train de glisser sous une autre, ce qui provoque des explosions à répétition. Comme l'Etna ou le Piton de la Fournaise, ce volcan est l'un des plus actifs de la planète. Ici, sur le Stromboli, Clive Oppenheimer étudie les gaz volcaniques. Le magma souterrain lui offre un sujet d'étude permanent très utile pour affiner ses prévisions. Ce qui m'intéresse notamment, c'est de comprendre comment le gaz s'échappe du magma. Je crois d'ailleurs qu'on peut l'entendre. Le volcan respire par sa cheminée. Il envoie des bouffées de fumée.
Si le magma est le combustible des volcans, ce qui déclenche les éruptions, c'est le gaz qu'il renferme. En remontant à la surface, il se dilate très violemment et forme des sortes de bulles de magma qui montent dans le ciel. Le Stromboli peut donc être comparé à une bouteille de champagne. Lorsqu'il se débouche, les gaz s'échappent et propulsent une véritable pluie de lave dans les airs. Quand j'observe une telle activité, ça me semble impossible d'imaginer qu'on puisse contrôler les volcans. Mais on peut essayer de comprendre comment ils se comportent pour prévoir les éruptions. Clive utilise un spectromètre pour analyser les gaz volcaniques. Ces gaz lui indiqueront à quelle profondeur les bulles explosives se forment. Regardez ça, c'est fantastique. Cette cheminée était sans doute très obstruée. Alors en essayant de passer, le magma a fait sauter les roches qui bloquaient la cheminée et les a pulvérisées en cendres. On a un magnifique nuage de cendres qui est en train de se former là-bas. Et je crois qu'il se dirige vers moi. Il pleut des cendres. Il y a un instant, il faisait plus de 1000 degrés dans la cheminée de ce volcan. Et maintenant, j'ai dans la main un petit morceau de cendre refroidie. C'est un caillou qui vient juste de se former. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et encore une explosion instantanée. Mais ça, ce n'est rien comparé au volcan meurtrier que compte notre planète. Lorsqu'une pression accumulée depuis des siècles finit par provoquer une explosion, le paysage subit une transformation radicale. La chaîne des Cascades, dans le nord-ouest des États-Unis. Beaucoup de ces montagnes sont en réalité des volcans endormis. L'explosion de l'un d'eux a provoqué l'une des éruptions volcaniques les plus colossales de mémoire d'homme. Le mont Saint-Helens. Ce volcan dort depuis plus de 120 ans. Un jour de 1980, il sort de sa torpeur. Une vague de séisme fait trembler la montagne. Un petit cratère se forme à son sommet. Les scientifiques de l'USGS, le Centre américain d'études géologiques, le remarquent immédiatement. Richard Waite se trouve alors parmi eux. Il y a un certain fatalisme chez les géologues qui étudient ces volcans. On sait tous que si on travaille à proximité d'un volcan proche de l'éruption, il y a un risque. Car ce jour-là, Richard Waite n'était pas seul. David Johnston, un collègue, était là sur cette crête, à 400 mètres à peine de l'endroit où nous sommes. Il surveillait le mont Saint-Helens dans le cadre de son travail. David a garé sa caravane face au flanc nord du volcan. Il surveille un inquiétant gonflement qui semble s'intensifier. Ce même jour, le photographe amateur Keith Ronholm s'installe lui aussi devant le flanc nord. Nous sommes ici à Bear Meadow, où je me trouvais il y a 28 ans, en 1980. Et j'étais à environ 15 km de la montagne, ça me semblait un endroit parfaitement sûr. Mais peu après 8h30 ce matin-là, une dernière série de séismes frappe, provoquant un glissement de terrain spectaculaire. En regardant la montagne, j'ai vu que la face nord tout entière était en mouvement. Elle était en train de s'effondrer. Et c'est un spectacle tellement incroyable que j'ai secoué la tête en me demandant si tout ça était bien réel.
J'ai plongé pour attraper mon appareil et j'ai commencé à prendre des photos. Sur la première, on voit tout le flanc de la montagne qui explose. C'était silencieux. On n'entendait pas de détonation ni quoi que ce soit qui donnerait envie de s'enfuir. Le glissement de terrain libère les gaz volcaniques sous haute pression. Mais au lieu d'être expulsés en hauteur, ils jaillissent latéralement. Le souffle de l'explosion se propage à près de 500 km à l'heure et atteint la caravane de David Johnston. À 13 km de là, Keith Ronholm continue de prendre ses photos. Sur l'une des photos, on voit des projectiles pulvérisés avec des traînées derrière. C'étaient des objets de la taille d'une maison. J'ai vu la coulée se diriger sur moi. Et ensuite, elle a frappé la crête la plus éloignée là-bas. Elle s'est fracassée dessus comme une vague déchaînée qui déferle sur une digue. On a envie de regarder, mais en même temps, ça se rapproche. Alors on hésite. Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Keith Ronholm a de la chance. La coulée passera à l'ouest de l'endroit où il se trouve. Mais Danny Balch, un pêcheur qui a installé son campement au bord d'une rivière, se trouve pile sur sa trajectoire. Le cadre était magnifique. Les oiseaux et les animaux étaient calmes. Tout était silencieux. De son campement, Danny Balch ne peut pas voir la montagne. Il n'aperçoit pas la nuée ardente qui s'est formée, jusqu'à ce qu'elle arrive sur lui dans un bruit assourdissant. Au moment où ça nous est passé dessus, il faisait noir comme dans un four, on n'y voyait absolument rien. Quelques secondes plus tard, on a été pris dedans. Les arbres sont tombés, j'étais aplati contre le sol comme une crêpe. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir des brûlures. Ça a été aussi rapide qu'un claquement de doigts. Je pense que si l'éruption avait duré plus longtemps, on aurait été carbonisé, c'est certain. Danny Balch se trouve juste assez éloigné de l'explosion pour s'en sortir vivant. Mais il est tout de même gravement brûlé. La destruction ne s'arrête pas avec le passage de la nuée ardente. Quand le glissement de terrain finit sa course dans un lac situé au pied du volcan, il crée une immense vague d'eau. En se mélangeant à des rochers et divers débris, l'eau forme une coulée de boue volcanique gigantesque que l'on appelle lahar. Aussi dense que du béton, le lahar dévale la vallée fluviale en détruisant tout sur son passage. Aujourd'hui, le géologue Richard Waite revient sur les lieux de la catastrophe. Nous allons traverser la Toutle. C'est la rivière par laquelle le lahar est descendu du mont Saint-Helens et a emporté le pont que nous allons emprunter. Les troncs d'arbres s'étaient accumulés sous le pont. Le flot était incessant. Il a fini par soulever le pont de sa base et par l'emporter. La coulée de boue a envahi la vallée tout entière. D'un bout à l'autre, le sol a été recouvert. Le lahar aura emporté 27 ponts et 200 maisons. Quand Richard Waite survole les lieux après la catastrophe, il découvre un paysage dévasté à perte de vue. Près de 40 000 hectares de forêt seront détruits par le souffle de l'explosion.
David Johnston, le collègue de Richard, y laissera la vie. On n'a jamais retrouvé son corps. Son campement se trouvait là-bas. Il avait une caravane en aluminium dont on a retrouvé beaucoup plus tard des morceaux éparpillés en bas de la montagne. On a trouvé des tasses et des débris, des bouts d'aluminium. Donc la caravane a été déchiquetée. C'était David Johnston qui était là le 18 mai, mais ça aurait pu être n'importe qui. L'éruption du mont St. Helens a été 150 fois plus puissante que l'explosion provoquée par la bombe à Hiroshima. Elle a transformé 400 km² de la forêt de Washington en un paysage lunaire. Au total, elle a tué 57 personnes. Aujourd'hui, les volcans de la chaîne des Cascades semblent paisibles. Mais les scientifiques du Centre américain d'études géologiques veillent. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent se réveiller. Le mont Rainier, selon les experts comme Andy Lockhart, devrait connaître la prochaine grande éruption. C'est un volcan potentiellement dangereux à cause des lahares qui peuvent se former sur ses pentes et descendre dans les vallées fluviales. Lorsque le volcan entre en éruption, son glacier fond. Les conditions sont donc réunies pour créer un lahar meurtrier. Andy Lockhart et son équipe élaborent un système d'alerte aux éruptions afin de protéger et de prévenir les centaines de milliers de personnes qui vivent dans la région. Ailleurs, les volcanologues travaillent à la prévention d'autres dangers tectoniques. Lors d'une éruption, les explosions et les lahares ne sont pas les seuls phénomènes à redouter. En 1995, un volcan entre en éruption sur l'île de Montserrat aux Caraïbes. L'explosion déclenche une coulée pyroclastique, une avalanche de roches brûlantes, de poussière et de gaz. Ces vagues meurtrières, dont la température dépasse les 400 degrés Celsius, dévalent en trombe les pentes du volcan. Elles foncent au-dessus de l'eau sur une couche de vapeur surchauffée. Nous sommes en 1991 au Japon. Endormi depuis près de 200 ans, le mont Hunzen se réveille dans un rugissement. Scientifiques et journalistes se précipitent pour assister au spectacle. Mais un groupe commet l'erreur fatale de pénétrer dans la zone d'exclusion et se retrouve piégé sur la trajectoire d'une coulée pyroclastique. Trois personnes périssent, les poumons brûlés par des gaz surchauffés. Le mont Hunzen figure parmi le millier de volcans actifs qui bordent l'océan Pacifique. On appelle cette chaîne la ceinture de feu. Les volcans se forment à l'endroit où une plaque tectonique s'enfonce sous une autre, les zones de subduction. De toute la ceinture de feu, la région la plus dangereuse est l'Indonésie. Le pays compte 130 volcans actifs, soit plus que n'importe quel autre État au monde.
Certains sont peu dangereux. Mais d'autres ont provoqué les explosions les plus impressionnantes de l'histoire. Dans le détroit de la Sonde, à 70 km à l'ouest de Java, se dresse l'Anak Krakatoa. En 1883, son ancêtre, le Krakatoa, explose avec une puissance équivalente à plus de 1000 bombes atomiques. La détonation atteint un niveau sonore jamais égalé. L'île sera presque entièrement pulvérisée dans l'explosion. Des tsunamis engendrent des vagues de plus de 30 mètres de haut, engloutissant les côtes de Java et de Sumatra à 70 km de là. Le Krakatoa fera au moins 36 000 victimes. Dans les années 1920, les géologues voient émerger des eaux un nouveau volcan, l'Anak Krakatoa, l'enfant du Krakatoa. Dans les années 1980, cette île s'élevait à plus de 2 cm au-dessus du niveau de la mer. Mais le volcan ne s'est pas arrêté là. Le géologue Mike Ramsey est revenu en Indonésie pour étudier l'Anak Krakatoa. Je veux voir comment a évolué le volcan depuis la dernière fois que je suis venu, il y a 8 ans. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de changements. C'est dans cette baie que se trouvait autrefois le Krakatoa. En 1883, tous les rochers que vous voyez derrière moi appartenaient à une seule île. Pour éjecter autant de roches, de magma, d'eau et de terre, il faut une force colossale. Et au beau milieu de ce cratère, il y a le volcan qui est actuellement en activité, l'Anak Krakatoa. C'est le point névralgique. Aujourd'hui encore, son cratère en activité présente une grande menace. Le nouveau volcan s'est élevé de plus de 300 mètres en moins d'un siècle. Depuis son sommet, on découvre l'étendue du volcan d'origine. Ces îles sont tout ce qu'il reste de l'ancien Krakatoa, qui, autrefois, occupait toute la baie sur 8 km de large. Mike Ramsey s'éloigne pour prendre en toute sécurité d'autres mesures de l'activité du nouveau cône. L'éruption actuelle du Krakatoa est une petite éruption de type strombolien. En gros, il rejette une colonne de cendres haute de 800 mètres à 1500 mètres. L'île va continuer de s'étendre et à un moment donné, dans 100 ans ou plus, il y aura peut-être une grande éruption comme celle de 1883. Les éruptions gigantesques comme celle du Krakatoa sont rares, mais il s'en produit toujours. En 1991, le long de la ceinture de feu du Pacifique, une autre grande éruption menace 60 000 personnes. Le mont Pinatubo aux Philippines était considéré comme éteint depuis 600 ans. Quand il se met à gronder cette année-là, personne ne sait vraiment le danger que cela annonce. Le géologue Andy Lockhart fait partie de l'équipe envoyée sur les lieux. Le Pinatubo ne ressemblait pas à un volcan pour qui n'était pas spécialiste. Mais les géologues qui l'observaient savaient que c'était un volcan très dangereux. On se disait, quand il entrera en éruption, ce sera explosif. Et il vaudra mieux ne pas se trouver là à ce moment-là. La base militaire aérienne de Clark est implantée au pied du volcan.
20 000 personnes, des militaires et leurs familles, vivent sur place. Le sergent Larry Rogers en fait partie. Les volcanologues disaient qu'il y avait des choses sous terre auxquelles on n'avait pas envie d'être confronté. Une fois la base évacuée, le 11 juin, Andy et Larry font partie des effectifs réduits qui resteront sur place. Le lendemain, le sommet du Pinatubo explose. Mais cette explosion est mineure en comparaison de celle qui suivra 3 jours plus tard. Je suis sorti du hangar, je me suis retourné pour regarder, et d'un coup on aurait dit que la montagne était en train d'exploser de tous les côtés. Ce qui se déroule sous ses yeux est l'une des 2 plus grandes éruptions du XXe siècle. La colonne s'élève comme ça et heurte la stratosphère. Apparaît alors un nuage en forme de champignon nucléaire. Ensuite, il se diffuse partout. Le nuage de cendres plonge la région dans le noir. C'était la nuit noire, les ténèbres, une tempête en pleine nuit. Pas un brin de lumière, l'obscurité totale. C'est un sentiment difficile à décrire. On ne voit rien alors qu'on est censé être en plein jour. Tout est noir et en même temps, on sent sur soi une pluie de boue et de cendres. J'ai pensé que c'était la fin. Ça y est, c'est le grand jour. Il est midi, et pourtant, à des kilomètres à la ronde, l'obscurité est totale. Les nuages de cendres obscurcissent l'atmosphère. Mais ce phénomène terrifiant est loin d'être le plus néfaste. L'éruption cataclysmique du mont Pinatubo projette des cendres à plus de 30 km dans la stratosphère. En moins d'1 mois, elles font le tour du globe. Des particules de cendres se répandent tout autour de la planète en renvoyant la lumière du soleil vers l'espace, à tel point que la température baissera partout sur Terre pendant au moins 2 ans. Aux Philippines, des millions de tonnes de cendres recouvrent alors une zone de 75 000 hectares. Par endroits, la couche atteint 180 mètres d'épaisseur. Tout était gris. Le paysage était monochrome. Il y avait des nuages gris dans le ciel qui avaient la même couleur que le sol. On n'oubliera jamais. Ça nous fait prendre conscience qu'on vit sur une planète en ébullition. Meurtriers lorsqu'ils explosent, les volcans peuvent l'être aussi silencieusement et sans violence. À l'extrémité orientale de l'île de Java, en Indonésie, se trouve le Kawah Ijen, un volcan en activité qui ne ressemble à aucun autre. Toujours sur le terrain, Clive Oppenheimer mesure ici les émissions de gaz volcaniques, des indications précieuses pour établir des prévisions d'éruption. Comme beaucoup d'autres volcans, le Kawah Ijen crache des tonnes de dioxyde de soufre. Clive s'intéresse à la composition chimique du lac niché dans son cratère. La composition chimique fait apparaître tous les gaz qui sortent du magma. Ce sont tous des gaz très acides. Le dioxyde de soufre est l'un des gaz qui rendent ce lac acide. Clive lui-même est surpris par le pH de l'eau. C'est incroyablement acide. Une solution est acide quand son pH est inférieur à 7. Ici, le pH est inférieur à 0.
L'acidité de l'eau du cratère ou des gaz autour va presque tout ronger. Le métal va se corroder. Si on place des détecteurs dans ce lac, il y a des chances qu'il ne fasse pas long feu à cause de l'acidité. En plus d'être acide, le lac est extrêmement chaud. Pour qu'une telle quantité d'eau atteigne 43 degrés Celsius, il faut une énergie phénoménale qui provient des entrailles les plus profondes du volcan et remonte jusqu'à la surface. Ijen est l'étendue d'eau acide la plus chaude de la planète. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et le problème majeur dans la région, c'est que cette acidité ne se cantonne pas seulement au lac. L'acide contamine aussi les pentes du Kawa Ijen plantées de rizières en terrasse. Les rivières en contrebas sont également touchées. Cette rivière s'écoule du lac du cratère et irrigue une zone où on cultive beaucoup de riz. On voit tout de suite que l'eau a des propriétés chimiques assez exotiques, avec beaucoup de cristaux jaunes qui se déposent par-ci par-là sur les rochers. La rivière a une couleur jaune. Je viens de relever le pH, il est de 0,35. C'est très très faible. Cette eau est bien plus acide que celle contenue dans les batteries de voitures. Cette eau, bourrée de soufre, menace la santé des populations locales. Mais le soufre du Kawa Ijen est aussi une ressource importante dans la région. À proximité du rivage du lac, il sort de terre à l'état gazeux et se cristallise. Les habitants de la région exploitent le minerai de soufre. Des tuyaux installés dans les flancs du volcan permettent de canaliser les vapeurs et d'optimiser ainsi la production. Ce soufre est ensuite vendu aux industries sucrières et cosmétiques. Ces hommes remontent les pentes escarpées du cratère, emportant plus de 70 kilos de minerai dans leur panier. Travailler dans cet environnement, c'est très très pénible. C'est épouvantable là-bas en bas. La visibilité est quasiment nulle et les émanations sont constantes. Mes yeux me démangent terriblement, comme s'il y avait du sable dedans. Ce n'est pas du sable, mais de l'acide sulfurique. Une réaction chimique entre les larmes humaines et ces émanations de soufre. Même en petite quantité, c'est très dangereux. L'espérance de vie de ces hommes ne dépasse pas 40 ans. Le Kawa Ijen fait partie de plus d'1 millier de volcans actifs qui, ensemble, rejettent dans l'atmosphère 10 millions de tonnes de dioxyde de soufre chaque année. Hawaï en mars 2008. Un nuage de cendres et de dioxyde de soufre s'échappe du cratère du Kilauea. Comme une grande partie de la population, Jay Robinson, garde forestier dans le parc national des volcans d'Hawaï, est pris par surprise. Une nuit, une grande fissure s'est ouverte et a laissé échapper toutes ces émanations. C'était un choc. Quand on habite là depuis des années et qu'on voit par sa fenêtre un immense nuage de fumée qui jaillit à seulement quelques kilomètres, c'est assez déroutant. Et toxique aussi. Quand le dioxyde de soufre entre en contact avec l'air, des gouttelettes d'acide sulfurique se forment. Et le Kilauea en émet de grandes quantités. Ces dernières 24 heures, le volcan a dégagé environ 10 000 mètres cubes de dioxyde de soufre. Avec une telle quantité de gaz, on pourrait faire voler 100 dirigeables par jour. Dans le cratère, non loin du sommet, la situation change en un instant. Ce matin, on marchait dans le cratère de Kilauea-Iki. La qualité de l'air était excellente, pure. On voyait jusqu'à 15 km de distance. Mais en 20 minutes, la visibilité est passée à 1 ou 2 km. Une fumée à couper au couteau. Très vite, il y a l'odeur, le goût dans la bouche, on tousse. On a décampé. Ces vapeurs peuvent donc être nocives. Mais les gaz volcaniques préservent la composition de l'air et le climat. Les volcans sont dangereux, mais aussi surprenants soient-ils, ils sont nécessaires à la vie sur Terre.
Ils sont à l'origine d'une grande partie des sols sur lesquels nous vivons. Cette île, par exemple, est apparue en 1963, au beau milieu de l'Atlantique Nord, suite à une éruption volcanique. Pas plus tard qu'au mois de mars 2009, une éruption inattendue s'est produite dans le sud de l'océan Pacifique, au large des îles Tonga. Sur cette terre constamment en ébullition, les volcans auront toujours le pouvoir de créer, mais aussi de détruire.